Franklin Williams. Tout d'abord, nous nous penchons sur le cas stupéfiant de Franklin Williams, un homme dont la condamnation au tribunal a pris une tournure dramatique. Dans Williams, dans la petite ville de Cleveland, dans l'Ohio, une série de crimes choquants s'est déroulée, laissant la communauté incrédule. Au centre de tout cela se trouvait Franklin Williams, un homme dont les actes allaient changer à jamais la vie des personnes impliquées. Tout a commencé par une série de vols à main armée qui ont terrorisé la ville. Franklin, connu pour sa ruse et son audace, s'en prend à divers établissements, ne négligeant aucun détail. Des supérettes aux banques, il sème la terreur dans le cœur des passants innocents. Mais les activités criminelles de Franklin ne s'arrêtent pas là. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il s'est avéré qu'il était également impliqué dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants. Ses relations étaient très étendues, ce qui faisait de lui une force redoutable dans le monde criminel. Les charges retenues contre Franklin étaient nombreuses et graves. Il était accusé de vol à main armée, de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes odieux. Les preuves contre lui étaient accablantes et ne laissaient guère de place au doute. Au début du procès, la salle d'audience est remplie d'impatience. L'accusation a présenté un dossier convaincant, exposant méticuleusement les preuves contre Franklin. Les témoins se sont succédés à la barre, racontant leur terrifiante rencontre avec l'accusé. Le jury a écouté attentivement, pleinement conscient de la gravité des faits reprochés. Tout au long du procès, Franklin a gardé un comportement stoïque, ne semblant pas ébranlé par les preuves qui s'accumulaient contre lui. Son équipe de défense s'est pourtant battue bec et ongles pour jeter le doute sur les arguments de l'accusation. Ils ont affirmé que Franklin n'était qu'un pion dans une entreprise criminelle plus vaste, manipulée par des individus plus puissants. Mais l'accusation s'est montrée implacable, présentant des preuves irréfutables qui liaient directement Franklin au crime. Les images de surveillance, les témoignages et les communications interceptées ont dressé un tableau accablant de son implication. Le drame et l'agitation dans la salle d'audience étaient palpables. L'émotion était à son comble lorsque les victimes ont courageusement raconté leurs expériences éprouvantes, leurs voix tremblant de peur et de colère. Les familles des victimes, qui attendaient désespérément que justice soit faite, ont regardé la scène en retenant leur souffle, dans l'espoir de tourner la page. Alors que le procès atteint son apogée, le juge prononce un réquisitoire cinglant à l'encontre des actions de Franklin. La gravité de ces crimes ne pouvait être ignorée, et le juge a clairement indiqué qu'il serait soumis à toute la rigueur de la loi. Finalement, le jury a rendu son verdict. Franklin Williams a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience a éclaté dans un mélange de soulagement et d'incrédulité. Les victimes et leurs familles ont trouvé du réconfort dans le fait que justice avait été rendue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le drame de la salle d'audience a pris une tournure inattendue lorsque le juge, dans un geste sans précédent, a ordonné que la bouche de Franklin soit fermée par un ruban adhésif pendant le prononcé de la sentence. Mais Franklin n'a pas cessé de parler. En fait, il n'a cessé d'interrompre le juge, ce qui a poussé le juge à le bâillonner. Cet acte choquant de contrôle et de punition a laissé toutes les personnes présentes dans la salle d'audience stupéfaites. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'incident se répandait, les médias de tout le pays ont repris l'histoire, propulsant Franklin Williams sous les feux de la rampe. Les images de la salle d'audience sont devenues virales, captant l'attention de millions de personnes et déclenchant une conversation nationale sur les droits des accusés et le rôle du système judiciaire. Le juge ordonne aux fonctionnaires du tribunal de des experts juridiques se sont exprimés sur la question, offrant des opinions divergentes sur la décision du juge. Certains ont affirmé que cette mesure extrême était nécessaire pour maintenir l'ordre et prévenir d'autres perturbations, tandis que d'autres l'ont condamné comme une violation des droits de Franklin et un manquement au décorum de la salle d'audience. En réponse au tollé général, le juge a défendu ses actions, déclarant que, bien que la décision ait pu être non conventionnelle, elle relevait de son autorité pour garantir un procès équitable et ordonné. Il a cité des précédents juridiques à l'appui de sa position, soulignant que l'objectif premier était de préserver l'intégrité du processus judiciaire. Cependant, les détracteurs de la décision du juge ont souligné qu'il existe d'autres méthodes pour maintenir le décorum dans la salle d'audience sans avoir recours à des mesures aussi extrêmes. Selon eux, l'incident a porté atteinte aux principes d'équité et d'impartialité qui sont à la base du système judiciaire. À la suite de cette condamnation controversée, le cas de Franklin Williams est devenu un point de ralliement pour les activistes et les défenseurs qui ont cherché à mettre en lumière les failles du système de justice pénale. Ils ont fait valoir que l'incident mettait en évidence la nécessité de réformes visant à garantir que les accusés soient traités avec dignité et respect, quelle que soit la gravité de leurs crimes. Lorsque la poussière est retombée, Franklin Williams a commencé à purger sa peine, soit une durée stupéfiante de 33 ans derrière les barreaux. La sévérité de la peine reflète la gravité de ses crimes et la détermination du tribunal à envoyer un message fort aux délinquants potentiels. Si la controverse autour de l'incident de l'enregistrement s'est finalement apaisée, le cas de Franklin Williams continue de rappeler les complexités et les défis inhérents au système de justice pénale.
Elle soulève des questions importantes sur l'équilibre entre le maintien de l'ordre dans la salle d'audience et la protection des droits des accusés. Sial Angilao. Lors d'un incident choquant et dramatique qui s'est déroulé dans un tribunal fédéral de l'Utah, Sial Angilao, membre du gang des Tongan Crip, a connu une fin tragique lorsqu'il a été abattu par un marshal américain. Nous allons maintenant nous pencher sur l'incident qui s'est déroulé dans un tribunal fédéral de l'Utah où Sial Angilao, membre du célèbre gang des Tonga Crip, a connu une fin tragique. Sial Angilao, 25 ans, membre du célèbre gang Crip de Tonga, a une réputation de violence qui le précède. Né et élevé dans un monde où la loyauté envers le gang était primordiale, Angilao s'est retrouvé mêlé à un réseau d'activités criminelles dès son plus jeune âge. En 2010, M. Angilao a été cité parmi les 17 personnes figurant dans un acte d'accusation relatif à un gang qui accusait les membres du Tongan Crip d'agression, d'association de malfaiteurs, de vol et d'infraction à la législation sur les armes. Les chefs d'inculpation dressent le sombre tableau d'une entreprise criminelle qui prospère grâce à la violence et à l'intimidation. Selon l'acte d'accusation, Angilao et les membres de son gang se sont livrés à une série d'agressions, visant aussi bien des gangs rivaux que des victimes innocentes. Leurs activités criminelles se sont étendues à la conspiration, les membres du gang ayant prétendument comploté et exécuté des vols pour accroître leurs gains illicites. Les infractions à la législation sur les armes énumérées dans l'acte d'accusation mettent en évidence la nature dangereuse du gang des Tongan Crip. Armés d'armes à feu, les membres du gang représentaient une menace importante pour la sécurité et le bien-être des communautés dans lesquelles ils opéraient. Au fil du procès, Angilao s'est retrouvé comme le dernier accusé en lice, la dernière pièce du puzzle de la justice qui cherche à rendre le gang des Tongan Crip responsable de ces crimes. Les accusés précédents avaient déjà été condamnés à de lourdes peines de prison, allant de 10 à 30 ans. Le drame qui a entouré le procès d'Angilao a été accentué par la décision de le présenter en tant qu'accusé non menotté. Afin de garantir un procès équitable, Angilao avait assuré au juge qu'il se comporterait bien et avait demandé à comparaître en civil plutôt que menotté. Cette décision visait à le présenter comme un individu ayant droit à la présomption d'innocence, malgré son implication présumée dans des crimes odieux. Le procès lui-même a été une affaire à fort enjeu, le jury étant chargé de déterminer la culpabilité ou l'innocence d'Angilao. L'accusation a présenté un dossier convaincant, étayé par des preuves et des témoignages qui ont brossé un tableau saisissant des activités criminelles du gang. C'était un jour apparemment ordinaire dans la salle d'audience, alors que se déroulait le procès de Sial Angilao pour racket lié au gang. Angilao, un jeune homme de 25 ans réputé pour sa violence, était assis calmement à côté de son avocat, son attitude ne laissant rien présager du chaos qui allait s'ensuivre. Au fur et à mesure que les témoignages se succèdent, la tension monte d'un cran. Soudain, Angilao se lève de son siège, les yeux fixés sur la barre des témoins. D'un geste rapide et calculé, il s'est approché et a saisi le stylo de son avocat, le serrant fermement dans sa main. La salle d'audience a été parcourue de halètements et de murmures, les personnes présentes sentant que quelque chose était sur le point de mal tourner. Au milieu du vacarme, une voix s'écrie « Wow, wow, wow !» Mais il est trop tard. Angilao s'est élancé vers la barre des témoins, le bras droit levé, le stylo prêt à frapper. La panique s'empare de tous les participants, qui réalisent le danger imminent qui les guette. La victime visée, un témoin enchaîné, réagit à la vitesse de l'éclair, sautant en arrière juste à temps. La tentative de frappe d'Angilao est déjouée, mais le chaos ne fait que commencer. Dans une tentative désespérée d'échapper à la capture, Angilao a perdu l'équilibre et est tombé les pieds les premiers sur le devant de la barre des témoins, son corps se précipitant vers le sol. Au milieu de cette scène chaotique, un marshal américain non identifié, positionné stratégiquement dans la salle d'audience, a pris une décision en une fraction de seconde qui allait changer le cours des événements. La vie d'Angilao étant en jeu, le marshal a dégainé son arme et tiré 4 coups de feu à bout portant. Le bruit des coups de feu retentit dans la salle d'audience, provoquant une onde de choc dans le cœur des personnes présentes. Le cri horrifié d'une femme perce l'air tandis que des représentants des forces de l'ordre en costume se précipitent vers la barre des témoins, leur instinct les poussant à rétablir l'ordre. Au milieu du chaos, l'avocat de la défense d'Angilao s'est réfugié sous un bureau voisin, cherchant à se mettre à l'abri de l'agitation qui régnait. Les procureurs, abasourdis par la tournure soudaine des événements, sont restés figés dans l'incrédulité, leur esprit ayant du mal à comprendre la gravité de la situation. Alors que la fumée se dissipait et que les échos des coups de feu s'atténuaient, un huissier est entré en action et a rapidement bloqué l'entrée de la salle d'audience. La main droite fermement accrochée à son holster, il a pointé du doigt les personnes présentes dans la galerie, leur demandant de ne pas bouger, afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. La tension dans la salle était palpable lorsqu'un officier se tenant au-dessus d'Angilao lui a crié de lâcher le stylo, l'exhortant à se conformer à leurs ordres. Alors que la juge Tena Campbell était escortée hors de la salle d'audience, une personne se trouvant à proximité a appelé frénétiquement le 911 pour demander une assistance immédiate.
L'urgence dans la voix reflétait la gravité de la situation et la nécessité d'une action rapide. À l'extérieur de la salle d'audience, la scène n'était pas moins chaotique. Les forces de l'ordre ont envahi la zone, répondant à l'appel de détresse. Le palais de justice, autrefois symbole de justice et d'ordre, témoigne désormais de l'imprévisibilité et du danger qui peuvent se cacher entre ces murs. Au lendemain de la fusillade, des questions ont commencé à se poser sur les actions du marshal américain impliqué. Lindsay Donahue, porte-parole du service des marshals, a déclaré que les images vidéo montraient à quel point la violence pouvait rapidement éclater dans n'importe quelle situation. L'enquête du FBI a conclu que l'usage de la force par l'agent était conforme à la politique de l'agence, et une commission d'examen a appuyé cette conclusion. Cependant, l'incident a suscité la controverse, l'avocat de la famille Angelo, Bob Skies, présentant un point de vue contradictoire. Selon lui, le marshal a paniqué et aurait dû employer d'autres méthodes pour maîtriser Angelo. Il a souligné qu'Angelo était déjà au sol lorsque les 3 derniers coups de feu ont été tirés, remettant en cause la nécessité d'utiliser une force meurtrière. L'action en justice, intentée par la famille Angelo pour mort injustifiée, a ensuite été rejetée par le juge de district John Dowdell, qui a cité la vidéo comme preuve que le marshal avait agi de manière raisonnable. La décision de M. Dowdell souligne que l'usage de la force par le marshal était objectivement raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. La controverse qui a entouré l'incident a divisé de nombreuses personnes, certaines remettant en question les limites de l'usage de la force par la police et la nécessité de recourir à d'autres méthodes pour maîtriser un suspect. La famille Angelo, toujours confrontée à la perte de l'être cher, n'a pas encore décidé si elle ferait appel de la décision. Sidney Newsome. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas choquant de Sidney Newsome, un homme dont la comparution devant le tribunal a pris une tournure inattendue. Au tribunal du comté de Pike, dans le Mississippi, ce qui avait commencé comme une banale accusation de violence domestique a rapidement dégénéré en un accès de violence qui a laissé tout le monde incrédule. Alors que je m'intéresse de plus près à l'agression choquante de Sidney Newsome au tribunal, il est important de comprendre le parcours de l'homme au centre de cet incident. Sidney Newsome, un jeune homme de 27 ans, s'est retrouvé devant le tribunal de justice du comté de Pike, accusé de violence domestique. Bien que les détails exacts de l'accusation ne soient pas divulgués, il est clair que la situation a pris une tournure dramatique. Avant l'incident, M. Newsome semblait relativement calme, examinant des documents administratifs et se livrant même à une danse légère. Cependant, au fil des événements, il est devenu évident qu'un trouble plus profond l'habitait. Ce contexte ouvre la voie à l'explosion inattendue et violente qui allait bientôt se produire dans la salle d'audience. La tension dans la salle d'audience a atteint son paroxysme lorsque la frustration et la colère de Sidney Newsome ont débouché sur une violente altercation avec le juge Aubrey Rimes. Alors que l'officier de transport tapait sur la table pour tenter de maintenir l'ordre, l'agitation de Newsome devenait évidente. Malgré les efforts de l'officier pour le guider, le défi de Newsome est devenu évident lorsqu'il s'est disputé avec le juge Rimes, refusant de quitter la salle d'audience. Dans une démonstration choquante d'agressivité, Newsome s'est emparé d'un sac de papier sur le bureau et l'a lancé sur la juge, provoquant le chaos car les papiers volaient dans toutes les directions. L'agitation s'est encore aggravée lorsque Newsome s'est emparé d'un téléphone et l'a lancé sur le juge Rimes, renversant au passage un écran d'ordinateur. C'est à ce moment-là que le juge Rimes, déterminé à reprendre le contrôle, a pris les choses en main. Avec une force et une autorité remarquables, il a plaqué Newsome sur le bureau, mettant temporairement fin au chaos. L'altercation inattendue entre Sidney Newsome et le juge Aubrey Rimes a laissé tout le monde stupéfait dans la salle d'audience et a servi de rappel brutal de la nature imprévisible des procédures judiciaires. Au milieu du chaos de l'altercation dans la salle d'audience, les membres de la famille de Newsome, sa mère et son frère, sont entrés en scène, ajoutant une nouvelle couche de drame à une situation déjà intense. Lorsque Newsome s'est brièvement approché d'eux, l'agent de transport lui a fait signe de revenir dans la file d'attente, tentant ainsi de rétablir l'ordre. Toutefois, la présence de sa famille a semblé alimenter encore davantage la défiance de M. Newsome. Bien que l'on ne sache pas si les intentions de son frère étaient d'aider le juge ou d'exacerber la situation, il s'est également impliqué dans l'altercation. Alors que la salle d'audience sombrait dans le chaos, l'intervention des responsables des transports s'est avérée cruciale pour rétablir l'ordre et expulser Sidney Newsome des lieux. Face à l'escalade de la situation, 4 autres agents des transports ont rapidement afflué dans la salle d'audience, apportant un renfort indispensable. Travaillant ensemble, ils ont tenté de reprendre le contrôle de Newsome, qui continuait à résister à leurs efforts. Malgré leurs efforts, Newsome a maîtrisé l'agent de transport qui a d'abord tenté de le maîtriser, ce qui a prolongé l'altercation. Finalement, après une lutte, l'un des agents de transport a réussi à faire sortir Newsome de la salle, mettant ainsi fin à l'épisode violent. L'expulsion de Newsome de la salle d'audience a marqué un tournant, permettant à la procédure de reprendre et au chaos de se calmer.
L'intervention des agents de transport a joué un rôle crucial dans le rétablissement de l'ordre et la sécurité de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. À la suite de l'altercation choquante qui s'est déroulée dans la salle d'audience, les répercussions pour Sidney Newsome ont été rapides et sévères. Newsome a été accusé d'outrage à magistrat, ce qui a renforcé la gravité de ses actes. Ce chef d'accusation a mis en évidence le mépris grave dont il a fait preuve à l'égard de l'autorité du tribunal et les perturbations qu'il a causées au cours de la procédure. En conséquence, Newsome a été condamné à 48 heures de prison, une peine qui reflète la gravité de son comportement. L'altercation dans la salle d'audience a laissé un impact durable sur toutes les personnes impliquées, rappelant brutalement les dangers potentiels qui peuvent survenir au sein du système judiciaire. L'incident a incité les autorités à revoir et à mettre en œuvre des procédures de sécurité renforcées afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Les suites de l'altercation dans la salle d'audience ont souligné l'importance du maintien de l'ordre et du respect au sein du système judiciaire. Tristan Lamoraux. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas effrayant de Tristan Lamoraux, un homme qui a fait la une des journaux pour avoir commis l'acte impensable d'assassiner sa femme. Dans la ville tranquille de Cedar City, dans l'Utah, un couple apparemment ordinaire, Tristan Lamoraux et sa femme Misty, vivaient une vie qui allait bientôt être bouleversée par une tragédie. Les événements qui ont conduit Tristan Lamoraux à plaider coupable du meurtre de sa femme ont été tout simplement choquants. Tout a commencé un jour fatidique où une dispute entre Tristan et Misty a pris une ampleur que personne n'aurait pu prévoir. La tension dans leur appartement a atteint un point d'ébullition. Et, dans un accès de rage, Tristan a commis un acte qui allait changer leur vie à jamais. Selon les médias, Misty a reçu 5 balles dans la tête. Un acte de violence horrible et brutal. Les détails du crime ont provoqué une onde de choc dans la communauté, laissant les amis, la famille et les voisins dans l'incrédulité. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert le corps sans vie de Misty dans la salle de bain, un spectacle effrayant qui les hantera à jamais. Pendant ce temps, Tristan a tenté de s'enfuir, mais sa fuite a été de courte durée. Les forces de l'ordre l'ont rapidement appréhendé, veillant à ce qu'il réponde de ses actes odieux devant la justice. Les autorités n'ont pas perdu de temps pour le traduire en justice, où toute l'étendue de son crime sera révélée. La salle d'audience, située dans le tribunal du 5e district de Cedar City, est devenue le théâtre d'une procédure dramatique. Tristan Lamoraux, entouré de 4 adjoints du shérif, est assis dans le fauteuil de l'accusé, ce qui lui rappelle constamment la gravité de ses actes. L'atmosphère était tendue alors que le juge, J. Michael Westfall, présidait l'affaire, veillant à ce que justice soit rendue. Au cours du procès, le frère de Misty, Jason Wilson, a été appelé à faire une déclaration. Jason Wilson s'est approché du podium avec un mélange de chagrin et de colère sur le visage. Ses yeux se sont fixés sur Tristan, un homme qu'il considérait autrefois comme un membre de sa famille et qu'il voyait aujourd'hui comme un monstre. L'intensité dans la salle d'audience était palpable lorsque Wilson a commencé à parler, ses mots étant remplis d'émotions brutes. C'est d'une voix tremblante que Wilson a commencé sa déclaration d'impact, racontant les souvenirs précieux qu'il partageait avec Misty. Il a évoqué les aventures de leur enfance, leurs liens indéfectibles et les rêves qu'ils avaient pour leur avenir. La salle d'audience a écouté attentivement, captivé par les mots sincères de Wilson. Mais alors que Wilson continue, son ton passe de la nostalgie à la colère. Il déchaîna un torrent d'émotions, adressant ses paroles directement à Tristan. Il décrivit la douleur et la dévastation qui avaient consumé leur famille depuis la mort prématurée de Misty. La voix de Wilson tremblait d'un mélange de tristesse et de rage alors qu'il exigeait des réponses de l'homme qui avait pris la vie de sa sœur. Tristan, apparemment insensible, continue de se balancer d'avant en arrière sur sa chaise, son visage étant dépourvu de toute émotion visible. Les paroles de Wilson semblent tomber dans l'oreille d'un sourd, ce qui ne fait qu'attiser sa frustration. Déterminé à briser l'indifférence de Tristan, Wilson se rapproche de l'accusé, sa voix devenant de plus en plus forte. La tension dans la salle d'audience augmente à mesure que la colère de Wilson atteint son paroxysme. Il supplie Tristan de reconnaître la douleur qu'il a causée et de faire preuve de remords pour ses actes. Mais Tristan reste stoïque, les yeux fixés sur un point lointain, apparemment détaché de la réalité de la situation. Frustré par l'absence de réponse de Tristan, le désespoir de Wilson grandit. Dans un moment de pure angoisse, il s'est jeté sur Tristan, son chagrin et sa colère l'emportant sur sa rationalité. La salle d'audience a été plongée dans le chaos lorsque les adjoints du shérif sont intervenus rapidement, repoussant Wilson contre une barrière. La scène est chaotique, les chaises tournent et les voix s'élèvent dans une cacophonie d'émotions. Tristan, désormais debout, semblait prêt à s'engager dans une altercation physique. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, un adjoint l'a plaqué au sol avec force, le maîtrisant ainsi. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfiant pendant que les adjoints s'efforçaient de maîtriser Wilson et de rétablir l'ordre. Lorsque le chaos s'est apaisé, le frère de Misty s'est retrouvé menotté et rempli de regrets pour sa crise.
Il a présenté des excuses sincères au juge et à la salle d'audience, reconnaissant que ses actes étaient motivés par le chagrin et un besoin désespéré de justice. Le juge, reconnaissant la douleur endurée par Wilson, a ordonné son expulsion de la salle d'audience. Après le départ de Wilson, les adjoints ont travaillé avec diligence pour rétablir l'ordre et faire en sorte que le procès puisse se dérouler. Tristan Lamoraux, apparemment épargné par les événements dramatiques qui viennent de se dérouler, reprend son balancement nonchalant sur sa chaise. La salle d'audience, plongée dans un silence pesant, attend la suite du procès. La déclaration de Jason Wilson a laissé une trace indélébile dans la salle d'audience. À la fin de la suspension d'audience, le juge retourne à son siège, prêt à poursuivre le procès. Les adjoints ont veillé à ce que Tristan Lamoraux soit solidement attaché, sans jamais le quitter des yeux. La salle d'audience, maintenant remplie d'un sentiment d'anticipation, attend la prochaine phase de la procédure. L'accusation a présenté un dossier convaincant, exposant méticuleusement les preuves contre Lamoraux. Elle a fait appel à des témoins qui étaient présents sur les lieux du crime et qui ont livré des témoignages effrayants, brossant un tableau saisissant des événements tragiques qui se sont déroulés dans cet appartement. Des experts légistes ont témoigné à la barre, détaillant les résultats de leurs investigations. Ils ont présenté au jury des preuves irréfutables, notamment des rapports balistiques établissant une correspondance entre les balles trouvées sur la scène de crime et l'arme en possession de Lamoraux. Le poids des preuves contre lui semble insurmontable. Au cours du procès, la défense a eu l'occasion de présenter ses arguments. L'avocat de Lamoraux, un avocat chevronné connu pour sa capacité à influencer les jurys, a cherché à mettre en doute le récit de l'accusation. Il a mis en doute la fiabilité des témoins et la validité des preuves médico-légales. La défense a fait appel à ses propres experts, tentant de créer un récit alternatif qui placerait Lamoraux sous un jour plus sympathique. Ils ont fait valoir que les événements qui ont conduit à l'incident tragique étaient le résultat d'une relation instable, suggérant que les actions de Misty avaient provoqué Lamoraux à agir en légitime défense. Les plaidoiries étant terminées, le juge a demandé au jury de délibérer et de rendre un verdict. Le sort de Tristan Lamoraux repose désormais entre leurs mains. La salle d'audience retient son souffle tandis que les jurés se retirent, leur décision ayant le poids de la justice. Les jours se sont transformés en semaines pendant que le jury délibérait, examinant attentivement les preuves et les témoignages présentés au cours du procès. Le public attend avec impatience le verdict, sa curiosité étant piquée par les événements choquants qui se sont déroulés dans la salle d'audience. Coupable. Tristan Lamoraux a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Un verdict qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. La famille de Misty, qui avait enduré la douleur et l'angoisse du procès, a trouvé du réconfort dans la certitude que justice avait été rendue. La salle d'audience, désormais remplie d'un mélange de soulagement et de tristesse, a assisté à la phase de détermination de la peine du procès. Le juge, après avoir pris en compte la gravité du crime et l'impact qu'il a eu sur les proches de Misty, a prononcé la sentence. Tristan Lamoraux devra purger une peine de prison de 15 ans à la perpétuité, une sanction qui reflète la gravité de ses actes. Une fois le procès terminé et la justice rendue, la salle d'audience s'est lentement vidée, laissant derrière elle un sentiment d'apaisement mêlé à des questions persistantes. Les événements choquants qui se sont déroulés pendant le procès resteront à jamais gravés dans la mémoire de ceux qui en ont été les témoins. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.